En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, économie, sécurité, numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir l'écrivain et académicien Jean-Marie Rouard qui viendra nous parler de son nouveau livre, Drôle de justice. Ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. Ça tombe bien puisque l'actualité judiciaire est très riche. Actualité judiciaire avec notamment les réquisitions très dures contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République pourrait être envoyé en prison pendant 7 ans. Et actualité judiciaire aussi pour le procès Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national, pourrait être privée d'élection présidentielle en cas d'inéligibilité et d'exécution immédiate. La justice est-elle une grande illusion ? La justice est-elle politique ? Faut-il craindre un gouvernement des juges ? Et si oui, faudrait-il juger les juges ? Tout de suite, les réponses de Jean-Marie Rouard en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean-Marie Rouard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans cette émission pour discuter pendant 1 heure de votre nouveau livre, Drôle de justice, chez Albin Michel. Mais pour commencer, puisqu'on parle de justice, je voudrais vous parler d'une injustice d'un prisonnier politique, Boualem Sansal. On espère toutefois qu'en cette fin du Ramadan, il pourrait être gracié par le président Tebboune. Est-ce que vous l'espérez d'abord, et est-ce que Emmanuel Macron, si ça s'avérait être le cas, a bien fait finalement d'essayer de négocier avec le régime algérien sans en rentrer dans un rapport de force ? Bien sûr que je l'espère de tout mon cœur, et je trouve en effet que le président de la République, puisque c'était une affaire au fond politique, c'était un otage politique, je crois qu'il a eu raison. Il a eu raison d'intervenir avec modération. Personnellement, j'aimerais bien que le président soit modéré dans tous les domaines, y compris sur la question ukrainienne. Enfin, en l'occurrence, pour cette libération de cet écrivain, je m'en réjouis. Vous savez que l'Académie avait failli les lire, justement, et puis finalement, on a préféré attendre que les conditions soient tout à fait normales, et il sera certainement élu un jour. Merci Jean-Marie Rouard. On parle surtout de votre livre ce matin, Drôle de justice, parce que il n'y a pas qu'en Algérie. Alors bien sûr, la justice française, attention, n'a rien à voir avec la justice algérienne, mais vous êtes tout de même assez piquant sur la justice. Votre livre Drôle de justice qui paraît aux éditions Albin Michel et qui tombe bien, je dirais, avec l'actualité, notamment avec l'affaire Sarkozy. Est-ce que vous avez été surpris par les réquisitions du parquet qui réclament 7 ans de prison pour l'ancien président de la République, même la déchéance de son statut de père à Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous qui dénoncez dans votre livre une justice politique, est-ce qu'il vous semble qu'il y a une forme d'acharnement judiciaire? Manifestement, il y a un acharnement. On voit bien, et même un juge comme Van Rynbeek s'était à un moment opposé aux poursuites. Là, il y a vraiment trop de raisons d'en vouloir à Nicolas Sarkozy. Sur la dernière affaire qui est jugée en ce moment, je connais mal le dossier, mais en tout cas, c'est sûr que il y a une particulière, disons, obsession de la justice vis-à-vis des grandes figures de la politique, notamment quand elles sont de droite. Vous avez remarqué, c'est drôle parce que il y a des gens à gauche, comme Strauss-Kahn, qui passent entre les gouttes. Donc les juges ont une petite préférence pour la droite. Alors je ne sais pas pourquoi, et c'est vrai que sur le fond, il est en train de se constituer une république des juges qui interviennent. On l'a vu pour l'affaire Fillon, on le voit pour Marine Le Pen. Et ça, c'est vraiment un déni de démocratie. Il n'est pas normal que les juges interviennent
pour finalement aller pousser les Français vers la préférence des juges. On a l'impression qu'il y a maintenant un pouvoir des juges qui est au-dessus de tout. Mais dans beaucoup de domaines. Parce que, d'une certaine façon, il y a une magistrature de droit divin. Et c'est très ancien, puisqu'au fond, l'origine des juges, c'est une délégation du pouvoir royal. Et le pouvoir royal, d'où vient-il ? Il vient de Dieu. Donc, c'est resté dans le cortex des juges. Ils se croient de droit divin et ils croient qu'ils ont toujours raison. D'ailleurs, regardez le mal qu'ils ont quand ils ont tort à le reconnaître. C'est très, très, très rare. La cassation est très, très, très rare en France. Donc, ce pouvoir quasiment divin des juges, ils l'exercent pour leurs préférences politiques et il y a une politisation manifeste. Alors, j'essaie de l'expliquer dans mon livre, notamment, et même si je ne suis pas un spécialiste du droit, de donner quelques réformes, de proposer quelques réformes, notamment la réforme de l'école de la magistrature. L'école de la magistrature, c'est un campus... On dit que c'est une école très idéologique, l'école de la magistrature. Mais surtout inhumaine. Inhumaine, pourquoi ? Parce que on a réuni des élèves qui vont être magistrats. Autrefois, la magistrature était constituée par des avocats. C'était des avocats qui devenaient des juges. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les pays où il y a une vraie justice, enfin, un peu moins mauvaise que la nôtre, comme le Canada. Le Canada, vous commencez par être avocat, et ensuite, vous devenez juge. Parce en France, oui, il y a les juges et les avocats, on ne peut pas dire que ce soit le grand amour entre les deux. Mais c'est pas normal. Parce qu'au fond, un avocat et un juge, ce sont les deux versants de la justice. Donc, ça serait formidable qu'il y ait un tronc commun dans l'école de la magistrature, au départ avec ceux qui veulent devenir avocats, ceux qui veulent devenir juges, puis ensuite ils se séparent. D'accord ? Mais en tout cas, c'est absurde de voir que maintenant, les juges apprennent comment déjouer les pièges posés par les avocats. C'est scandaleux. Et c'est ce qui donne cette inhumanité, ce sentiment d'impunité totale aux juges qui ont oublié finalement le raisonnement des avocats. Vous nous avez dit, effectivement, justice de droit divin, quasiment. Il n'empêche qu'elle est rendue au nom du peuple français, théoriquement, la justice aujourd'hui. Et pour en revenir, bon, après, on parlera plus largement de la justice, mais à l'affaire Marine Le Pen, puisque c'est lundi qu'on saura si elle est d'abord si elle est coupable ou pas, ensuite si elle est inéligible et si la décision s'applique ou pas immédiatement. Mais si elle était inéligible et que ça s'appliquait immédiatement, ça voudrait dire que des juges ont décidé de priver ce qui est probablement la favorite, ou du moins l'une des favorites de l'élection présidentielle, de pouvoir concourir. Est-ce que ça pose pas un problème démocratique très important ? On rentre complètement dans la République des juges. Ça, c'est évident. C'est un déni de démocratie. Mais je pense que quand même, les juges vont comprendre, étant donné les échos qu'il y a eu dans la presse, je crois que ils vont surseoir à cet empêchement de Marine Le Pen. Mais vous savez, là, il y a également le cas, vous dites la justice rendue au nom du peuple français, c'est quand même une grande rigolade. Parce que, vous savez, dans les cours d'assises, en effet, autrefois, la justice était rendue par 12 jurés populaires. Voilà. Ça, c'est ce qui a existé. Vous rappelez dans votre livre que ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, que la réforme, entre guillemets, vient du maréchal Pétain. De Vichy, en tout cas. Le maréchal Pétain, je crois qu'il n'était pas dans le coup. Il n'était peut-être pas au courant. Enfin, en tout cas, c'est une politique... C'est un décret-loi qui a stoppé, au fond, une tradition de 200 ans, depuis la Révolution, et qui fait que c'est ce qu'on appelle l'échevinage. C'est-à-dire, vous mettez 3 magistrats et 6 jurés populaires. Et c'est bien évident que ces magistrats prennent la main, parce que les malheureux jurés populaires qui connaissent mal le droit, avec des gens qui sont des professionnels, c'est eux qui imposent le verdict. Et je l'ai
pressenti dans une affaire dont je me suis beaucoup occupé, qui est l'affaire Omar Haddad, on en parlera évidemment. Et eh bien, mais c'est évident qu'il y a eu une pression. D'ailleurs, les jurés l'ont reconnu. Ils avaient donné des interviews au journal VSD. Et parce qu'il y a eu une peine absurde avec des circonstances atténuantes. Donc voilà. Non, mais écoutez, imaginez très rapidement, c'est une femme qui a été torturée. Elle a eu le foie perforé. On lui a arraché la mâchoire. Elle doit arracher. Et Omar est condamné à 18 ans de réclusion avec les circonstances atténuantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un crime abominable, atroce. Ben, ça veut dire simplement que le président du tribunal, M. Djian, est intervenu auprès des... Il a dit, écoutez, vous croyez qu'il est innocent, moi je crois qu'il est coupable. On va couper la poire en deux. Coupons la poire en deux. Qu'est-ce que c'est que 8 ans de prison? C'est rien dans une vie. Ben, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc, il faudrait revenir sur ce décret de Vichy sur l'échevinage, qui d'ailleurs, évidemment, ça a été très gênant à la Libération, parce qu'on avait prévu que les jurés populaires ne pouvaient être ni francs-maçons, ni juifs. Vous voyez, ça faisait un peu désordre, alors on a retiré cet additif. Merci Jean-Marie Rouard. On continue de parler de votre livre Drôle de justice, c'est aux éditions Albin Michel. C'est passionnant. Après une courte pause, et on parle justement aussi de cette actualité judiciaire très riche, et puis du rapport compliqué entre les juges et les Français de plus en plus défiants à l'égard de la justice. À tout de suite dans En toute vérité avec l'écrivain et académicien Jean-Marie Rouard. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, En toute vérité, avec Jean-Marie Rouard. On parle de son dernier livre, Drôle de justice, qui explore les liens entre la justice et la littérature. On en parlera. Ça a été une très grande source d'inspiration pour vous, Jean-Marie Rouard, mais aussi les liens entre justice et politique. Vous nous avez dit tout à l'heure craindre l'avènement d'un gouvernement des juges. Est-ce que c'est un retour de balancier et une vengeance des juges, puisque un temps peut-être l'équilibre des pouvoirs, ou plutôt le déséquilibre des pouvoirs, était plutôt en faveur des politiques, avec des politiques qui avaient le contrôle sur les juges. On a l'impression que là, c'est exactement l'inverse, mais on n'est pas plus dans la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que plus personne n'arrête le pouvoir judiciaire. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des interventions du pouvoir sur les juges. Aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires extrêmement mystérieuses. Je pense à l'affaire Doucet, par exemple, vous savez, ce pasteur pédophile. C'est ce que je vous disais, mais c'est plutôt le cas dans le passé. Est-ce que justement, il n'y a pas une rupture en ce moment, une inversion de rapport de force? C'est l'impression que nous avons, mais dans les faits, moi je crois que le pouvoir continuera à intervenir, et il y a un grand nombre d'affaires où on a senti qu'il y avait quand même une intervention du pouvoir. Mais ce pouvoir exorbitant des juges, en ce moment, je crois qu'il faudrait s'en rendre compte et essayer de le réformer. Je crois que c'est quand même bizarre, cette frilosité des politiques vis-à-vis des juges. Pourquoi est-ce qu'ils... Regardez l'affaire, qui n'est pas si ancienne, du mur des cons. Le mur des cons, c'était vraiment un scandale épouvantable. Syndicat de la magistrature qui avait affiché dans son bureau non seulement des personnalités de droite, ce fameux mur des cons, mais surtout des familles de victimes. De victimes, des gens qui avaient perdu leur enfant, tués, violés. C'était monstrueux. Et est-ce qu'il y a eu une réaction des pouvoirs publics? Non. Parce qu'il y a une frilosité des parlementaires, des pouvoirs publics. Ils auraient pu faire une commission d'enquête parlementaire. Ils en ont fait une sur Benalla. Pouvez-vous me dire en quoi Benalla pouvait être intéressant dans le fonctionnement de la démocratie? Ça n'avait aucun intérêt. En revanche, l'histoire du mur des cons, ça montrait une prise de position des juges passionnels qui portaient un grave préjudice à la magistrature. Alors, je ne veux pas mettre en cause complètement le syndicat de la magistrature. Moi, j'ai connu sa naissance, et il y avait un idéal pour soustraire la justice aux pressions politiques. Mais maintenant, après, c'est la phrase de Peggy, vous savez, tout commence en mystique, tout finit en politique. Ça s'est politisé, et c'est sûr qu'il y a eu des dérives qui auraient dû être sanctionnées.
Vous expliquez justement dans votre livre que le sentiment de toute puissance des juges, bon, vous nous l'avez dit, ça vient de l'histoire, du fait qu'à l'origine c'est une justice de droit divin, mais ça vient aussi aujourd'hui du fait qu'il n'y a pas du tout de contrôle sur la justice. Personne ne juge les juges. Vous parliez de réforme de la justice, qu'il faut imaginer une justice de la justice comme il y a une police des polices. Écoutez, il y a quelque chose d'intéressant à faire, si on a un peu de temps, c'est de regarder sur Internet comment les juges se jugent. Parce qu'il arrive que les juges commettent des infractions, des délits, des choses pas très jolies. Alors c'est intéressant de voir comment ils se jugent. Ben, je veux dire, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on aimerait être jugé. C'est avec une indulgence, une gentillesse, une compréhension. Eh bien, je crois que c'est ça qu'il faut... Il faut aspirer à cette justice humaine dont les juges usent envers leurs confrères. C'est formidable. Donc, mais pour les autres, vous savez, la justice en France, l'opinion est montée contre les juges parce qu'il y a un très lourd passif. Vous savez, il y a un livre magnifique de Michelet sur la Révolution française qui explique la haine qui s'est développée vis-à-vis des juges et vis-à-vis du pouvoir, qui venait de l'horrible situation des plébéiens qui étaient torturés, qui passaient à la question, et ça a créé une haine vis-à-vis de tout ce qui avait un lien avec la justice, qui explique la prise de la Bastille, et qui explique la prise de toutes les Bastilles. C'est un fond terrible, parce que non seulement il y a eu des exactions effroyables, légales, mais en plus, il n'y a jamais eu une repentance. Jamais les juges ont beau avoir commis les erreurs les plus énormes. Et on le voit bien. On le voit bien surtout depuis qu'il y a un appel en matière d'assises. Mais avant, les gens étaient guillotinés et on se rendait compte, 10 ans plus tard, qu'ils étaient innocents. Je crois qu'il y a 60 affaires par an qui, en appel, ont un verdict différent où la cour d'appel contredit la première instance. Donc ça veut dire 60 quand même personnes qui ont été victimes à la base d'une erreur judiciaire. Oui, mais regardez, en assises, quand il y avait... Et avant, on rappelle qu'il n'y avait pas de cour d'appel. Oui. Et Omar Haddad, justement, n'a pas bénéficié, mais sa cause, eh bien, a permis à Jacques Toubon de créer l'appel en matière d'assises. Donc, vous voyez bien, les gens qui étaient guillotinés, on se rendait compte un peu après qu'ils étaient innocents. Oui, et effectivement, parlons de cette affaire Omar Haddad, puisque c'est l'affaire de votre vie, Jean-Marie Rouard. C'est le moment où vous comprenez l'enjeu de la justice en France, ou c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête? Vous dites que vous avez découvert avec naïveté l'univers de la justice à ce moment-là. Ah non, j'ai bien avant. Non, il se trouve que ces questions de justice m'ont obsédé depuis très très longtemps. Et parce que comme tout le monde, j'ai connu l'injustice. Bon, chacun connaît l'injustice chaque jour, qu'elle soit pour soi ou pour les autres. Nous sommes dans un monde d'injustice. Et moi, j'ai cette particularité, comme disait Romain Gary, j'ai mal chez les autres. Et mon premier article a été sur l'affaire Gabriel Russier. Gabriel Russier, c'est ce professeur qui était tombé amoureux d'un de ses élèves et qui a été inculpé, et on l'a mis en prison. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait un article dans le Figaro, c'était il y a très longtemps, c'était en 69, et elle était vivante, c'était bien avant que Georges Pompidou prenne position. Et voilà, j'ai pris position pour la faire libérer. Ben, au contraire, on l'a maintenue en prison et elle s'est suicidée. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience au fond de ce lien qu'il peut y avoir entre le journalisme et la défense de la justice. Parce que je me suis dit, c'est formidable ce métier. On peut venir en aide à beaucoup de gens qui souffrent et auquel personne ne s'intéresse. Voilà. Donc ça a été à l'occasion Non, mais je parlais de naïveté parce que vous l'écrivez, vous expliquez qu'après votre livre sur Omar Haddad, excusez-moi, vous êtes vous-même inculpé par la justice. On vous accuse effectivement d'écrire des mensonges. Diffamation. Pour diffamation. Et vous arrivez à la barre en pensant que vous allez être fait
féliciter parce que vous avez découvert une erreur judiciaire. Ah oui, j'étais complètement naïf. Alors, je suis arrivé à la 17e chambre correctionnelle et je me tendais à ce que le président de la chambre me dise « Bon, vraiment, vous avez consacré beaucoup de temps, vous voulez nous aider ?» Et ça n'a pas du tout été comme ça. Je me suis trouvé dans la position de Zelensky à la Maison-Blanche, vous voyez. C'est-à-dire tout le monde me tombait dessus, le président me disait « j'ai honte pour vous ». Et la partie civile, c'était Maître Kiechman qui m'a même dit « nous savons tous pourquoi vous défendez Omar Haddad. C'est pour vous faire élire à l'Académie française. » Et à ce moment-là, Jean d'Ormesson, qui était présent pour venir me soutenir, a dit « Maître, je crois que vous ne connaissez pas très bien les usages de l'Académie. Si on veut se faire élire, mieux vaut faire la biographie du roi du Maroc plutôt que celle d'un jardinier marocain. » C'est très drôle. Et effectivement, Omar Haddad, qui a été gracié par Jacques Chirac, mais qui est toujours officiellement reconnu coupable, est-ce que vous espérez qu'un jour il soit totalement blanchi? Bien sûr, il y a eu 2 tentatives de révision et qui n'ont pas abouti, mais il reste l'affaire elle-même. Et c'est là où on voit la surdité et la cécité des juges. Parce que cette affaire Omar Haddad, si on la prend dès le début, et moi, dès le début, j'ai vu les incohérences de la justice. Puisque, vous savez, il y a un rapport d'autopsie. Et dans ce rapport d'autopsie, on voit que cette malheureuse a le foie perforé, un traumatisme crânien, un doigt arraché, la mâchoire à moitié arrachée. Elle est torturée sur le corps. Et on voudrait nous faire croire que cette accusation, avec l'apostrophe, à 2 endroits de la cave de Mougins, a été écrite par elle. Elle était dans l'impossibilité physique de faire cette inscription. Et à partir du moment où c'est pas elle qui a fait l'inscription... Et en plus, c'était quelqu'un d'extrêmement lettré. Effectivement, Omar m'a tué. La faute d'orthographe est quand même surprenante. Bon, tout est ridicule. La phrase elle-même, quand vous êtes à l'article de la mort, vous n'allez pas faire des phrases avec l'apostrophe à 2 endroits. Non, ça ne tient pas debout. Et puis il y a tellement de choses qui ne tiennent pas debout dans cette affaire que c'était un évident déni de justice. Merci Jean-Marie Rouard. On continue à parler de cette thématique de la justice qui vraiment est une thématique aujourd'hui qui est voilà dans l'actualité, qui divise les Français, qui divise les politiques. On continue notre conversation autour de votre livre Drôle de justice après la pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Jean-Marie Rouard, écrivain, académicien, auteur d'un nouveau livre, Drôle de justice, des éditions Albin Michel. Un livre dans lequel vous explorez les rapports entre la justice et la politique, la justice et la littérature, où vous dénoncez l'avènement d'un gouvernement des juges notamment, et donc livre qui tombe à pic dans l'actualité avec toutes ces affaires judiciaires. On a parlé de l'affaire Nicolas Sarkozy, de l'affaire Le Pen. On pourrait parler aussi, on va peut-être en parler d'ailleurs, de l'affaire Depardieu. Mais tout d'abord, Jean-Marie Rouard, vous décrivez une justice qui aujourd'hui est assez impitoyable avec les puissants. Pourtant, paradoxalement, l'opinion publique juge la justice trop laxiste. Alors, peut-être pas d'ailleurs avec les puissants, mais en matière justement de criminalité, de délinquance, les juges, voilà, on leur reproche souvent d'être trop clément et trop humain. Comment vous expliquez ce décalage? Est-ce que c'est de l'idéologie? Vous savez, il faudrait voir au cas par cas. C'est extrêmement complexe parce qu'en effet, il y a un attrait de la justice pour les gens puissants et si possible de droite. Bon, c'est vrai que pour les gens de gauche, il y a une sorte de... On considère qu'ils sont des gens... Voilà, ils ont été communistes dans leur jeunesse, c'est-à-dire tellement généreux. Voilà. Non, donc il y a cet aspect, mais il y a aussi, au jour le jour, il faut voir, quand cette justice s'exerce, sur les malheureux qui n'ont pas vraiment des avocats pour les défendre, et on ne le sait pas, tout ce qui se passe, si vous voulez, toutes les prisons. C'est vrai que le fait d'être pauvre, de ne pas avoir de travail, d'avoir une vie un peu dissolue, vous êtes plus matraqué que si vous avez pignon sur rue. C'est évident. C'est évident qu'il y a une protection de la grande bourgeoisie, relativement. Même si le curseur est parti de l'autre côté. Et si maintenant, les gens puissants sont terriblement attaqués pour des raisons
idéologique. Voilà. C'est pour ça, on est dans une situation, à mon avis, complètement contradictoire de la justice. On est dans une période comme notre société, parce que la justice, c'est quoi? C'est l'expression de notre société. On le voit bien. Regardez dans l'histoire, quand Madame Bovary a été... Flaubert a été inculpé par le juge Pinard, et qu'ensuite Baudelaire a été non seulement inculpé, mais il a été condamné. Et son éditeur, Poulet Malassis, a été ruiné. Donc vous voyez, la justice change très souvent. Elle correspond aux mœurs. Aux mœurs d'une époque. Aux mœurs vraiment ou à l'idéologie d'une minorité aujourd'hui? Parce que je vous disais, il semble qu'il y ait de plus en plus... On a commencé l'émission en disant la justice est censée être rendue au nom du peuple. On dirait qu'il y a un décalage croissant entre la volonté du peuple et la volonté des juges. Non, mais regardez sur un certain nombre de lois, sur les avortements. Il y a une avorteuse sous Vichy qui a été condamnée à mort et guillotinée. Mais les femmes qui se faisaient avorter étaient condamnées à 5 ans de prison. Oui, c'était épouvantable, à la fois avant Vichy, bien avant Vichy. Regardez sur l'adultère. Mais là, on était dans le cadre de la loi. Les juges appliquaient la loi. Mais c'est pour vous dire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il peut y avoir une... c'est aussi l'une des raisons de la défiance à l'égard de la justice. C'est-à-dire que les peines ne sont pas totalement appliquées. Les juges, par leur jurisprudence, interprètent très fortement la loi. C'est peut-être ça la nouveauté de l'époque. Oui, mais seulement... Il y a une question de dignité. Regardez, sur l'homosexualité. L'homosexualité était condamnée pendant très longtemps. En Angleterre, il a fallu attendre 1964 pour abolir le délit. C'était quasiment un crime. Non, je pense que la société et la justice, quelquefois, marchent ensemble, mais ces lois changent. Mais il pourrait y avoir un peu de dignité de la part de certains juges. On le voit. Quand on voit que les juges qui ont jugé les sections spéciales, donc c'était un déni de justice absolu, puisque c'était une loi rétroactive. Eh bien, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ça a été les mêmes juges qui, pendant l'épuration, ont été les plus virulents. Faut voir les conditions dans lesquelles, qu'ils soient coupables ou non, mais quand vous voyez le procès de Laval, quand vous voyez le procès de Brasillac, quand vous voyez le procès d'un certain nombre de personnes... Vous revenez sur le procès à Brasillac, qui a d'ailleurs, je ne sais pas si on peut appeler ça un scoop, mais une découverte, alors appelons ça un scoop, Jean-Marie Rouard, une découverte historique. Je n'emploierai pas le mot scoop, puisque, comme vous le savez, je me bats contre le franglais. Exactement, c'est pour ça que je... Mais c'est vrai que c'est... Une révélation, alors disons, il y a une révélation dans ce livre. C'est une information exclusive qui, bizarrement, avait échappé aux historiens. Il leur avait échappé... Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Gorbatchev, qui, quand il est venu en France, il a dit « J'aime beaucoup la France. C'est le seul pays où le communisme est réussi. » Eh bien, en ce qui concerne l'affaire Brasillac, on avait trouvé... On rappelle peut-être le contexte. L'écrivain Brasillac, accusé de collaboration, d'ailleurs sans doute coupable, même pas sans doute, coupable de collaboration, et qui a été donc guillotiné. Fusillé, pardon. Mais il est traduit devant les tribunaux, son procès se passe en 6 heures, et ce qui était l'habitude au moment de l'épuration, les gens avaient la main lourde. Et puis son cas est soumis au général de Gaulle. Et vous savez, on a soumis, je crois, 1300 cas au général de Gaulle. Il en a gracié 750 à peu près. Et donc on lui soumet le cas, et il y a une intervention de tous les écrivains, François Mauriac, Jean Paulhan, Paul Valéry, enfin, pour obtenir la grâce de Brasillac, qui était antisémite, qui avait tenu des propos antisémites, mais ça ne suffisait pas quand même pour être fusillé. Et le général de Gaulle, eh bien, décide de ne pas gracier Brasillac. Voilà. C'est très mystérieux, parce qu'il y avait des gens comme Benoît Méchain qui avaient participé à la politique de Vichy, qui avaient pas du sang sur les mains, mais ils avaient pris des décisions qui avaient amené, si vous voulez, un certain nombre de crimes. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que De Gaulle a gracié? Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé quelque chose de très important dans la Seconde Guerre mondiale, c'est les fosses de Katyn. Qu'est-ce que c'est Katyn? C'est... on a retrouvé 21 000 soldats polonais, dont 12 généraux, qui avaient été assassinés d'une balle dans la tête en 1940
au moment où il y a eu les Russes sont rentrés en Pologne. 21 000 officiers tués d'une balle dans la tête. Et ensuite, quand il y a eu l'avancée des Allemands, ils ont découvert ces charniers et ils ont prévenu les Alliés en disant « Attendez, regardez avec qui vous êtes alliés, avec ces Russes qui sont des assassins. » Alors ça a provoqué énormément de choses. Sierkowski, le chef du gouvernement polonais en exil, a hurlé à la mort. On s'en est débarrassé parce que son avion s'est écrasé. Et puis, il restait une personne qui était témoin de la découverte de ces cadavres. C'était Brasillac, puisque Brasillac était allé en 1943 voir les fosses de Katyn et il avait fait un grand article dans le journal qu'il dirigeait, Je suis partout, et donné une interview qu'on peut encore entendre à la radio pour dénoncer cette horreur. Et donc les communistes ont fait pression sur De Gaulle. Ils leur ont fait pression déjà sur l'affaire Pucheux. Vous savez que Pucheux a été condamné. De Gaulle l'a reconnu à la demande des communistes. Et il a même dit, il n'est peut-être pas coupable, d'ailleurs je m'occuperai de ses enfants. Bon, eh bien, il y avait alors quelque chose de beaucoup plus important dans la perspective du tribunal de Nuremberg. Les soviétiques étaient terrorisés à l'idée qu'on allait témoigner sur la réalité de leurs crimes. Il n'y a jamais eu d'ailleurs de Nuremberg du communisme, ce qui aurait peut-être été, Il faudrait qu'ils viennent, mais cela dit, on était dans un contexte avec le possible déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale, avec la Russie, enfin avec l'Union soviétique à l'époque. Donc en fait, le général de Gaulle n'a pas fait ça simplement pour faire plaisir aux communistes. C'est une forme de raison d'État. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable finalement? C'est la justice de Créon contre Antigone. Écoutez, est-ce que c'est acceptable? Personnellement, je trouve ça ignoble. Vous êtes du côté d'Antigone. Qu'est-ce d'autre qu'un écrivain s'il n'est pas du côté d'Antigone? Toute la littérature, c'est un cri contre l'injustice. Tous les écrivains ont passé leur temps à défendre Madame Bovary. C'est la défense de la femme adultère. Anna Karénine, c'est la même chose. Gide a défendu l'homosexualité. Dans tous les domaines, les écrivains, justement, contrairement aux juges, eh bien, ils n'ont... Et même le plus extraordinaire, c'est Voltaire. Voltaire a passé une partie de sa vie à défendre Calas, Sirven et la mémoire du chevalier de la Barre. C'était des gens... Est-ce qu'il y a eu un juge pour protester? Non. Non, la justice en France a été rendue par les écrivains, non seulement dans des affaires judiciaires, mais dans ces affaires de mœurs, justement. Ce sont eux qui ont été, justement, pour la dépénalisation de l'homosexualité, pour la dépénalisation de l'adultère. Ils ont rempli un rôle progressiste. Et vous savez bien, au XVIIIe siècle, finalement, contre l'obscurantisme religieux, moi je ne suis pas anti-religieux, mais au contraire, je crois que la religion est importante. Mais c'est vrai que le cléricalisme était absolument abject, puisqu'il entraînait la torture d'un certain nombre de gens pour blasphème. Merci Jean-Marie Rouard. C'est intéressant que vous terminiez là-dessus parce qu'il reste encore une partie. C'est pas terminé, il faut le dire à nos auditeurs. Mais justement, la dernière partie, vous nous avez dit les écrivains étaient du côté de la liberté. Aujourd'hui, on a l'impression que les artistes sont de plus en plus du côté de la censure avec ce néo-féminisme, ce wokisme, ces procès pour meurtre qu'on instruit aujourd'hui. Donc on en parlera notamment du procès Depardieu. Restez avec nous après la pause, en toute vérité, avec Jean-Marie Rouard. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Jean-Marie Rouard. Nous parlons de son nouveau livre, Drôle de justice, c'est chez Albin Michel, ça vient de paraître, c'est d'actualité puisque les polémiques s'enchaînent sur la question de la justice. On a exploré dans cette émission les liens entre justice et politique. Jean-Marie Rouard, vous nous avez dit que la justice était aussi le reflet des mœurs de l'époque. Vous avez rappelé des affaires célèbres de censure d'écrivains et aujourd'hui,
aujourd'hui, on a l'impression qu'on assiste aussi au retour de la censure. Ce qui est paradoxal, c'est que vous nous avez dit, les écrivains ont toujours été du côté de la liberté. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. Alors, il y a les écrivains, mais les artistes en général, avec ce phénomène MeToo, on a l'impression qu'il y a un retour peut-être du puritanisme et une volonté de censure par le monde du spectacle, de la littérature lui-même. Vous savez, le mal français, c'est l'idéologie. Et cette idéologie, c'est une forme de laïcisation des querelles religieuses. Et maintenant, on a placé le religieux, le blasphème, dans des domaines laïques. Voilà, c'est une évolution comme ça. En ce qui concerne le féminisme et MeToo, moi, personnellement, vraiment, je trouve que le féminisme, c'est quelque chose de tellement normal, d'être du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes. C'est l'humanisme. Il y a une phrase merveilleuse, d'ailleurs, d'Alfred de Vigny, qui disait « Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. » Mais ça, je le comprends très bien, parce que c'est vrai que les femmes ont été exploitées de façon abominable, et personnellement, j'ai lutté en faveur des prostituées. J'ai même écrit un livre qui s'appelle « Le livre noir de la prostitution », où je montre l'abomination que représente la prostitution dans tous les temps, dans tous les pays, les rapports malsains avec la police, etc. Donc, de ce point de vue-là, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'histoire avance par contre-coup. C'est-à-dire, maintenant, on légifère par contre-coup des erreurs passées. Et les féministes, à mon avis, parce que c'est idéologique, c'est pas humain, c'est idéologique. La loi, par exemple, qui a été poussée par les féministes au Sénat pour condamner le client des prostituées, c'est une loi qui, d'un point de vue idéologique, peut se comprendre, mais qui est absurde. Parce que qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces malheureuses prostituées? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose pour les faire vivre? Elles ont des enfants, elles ont des... Bon. Alors, c'est idéologique, ça satisfait les idéologues, mais moi qui vois l'humain, eh bien, je trouve ça désastreux. Eh bien, c'est la même chose dans un certain nombre de procès. Si elles savaient comment sont traitées les prostituées aujourd'hui, et il suffit d'aller au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, et j'y suis allé avec les associations qui défendent les prostituées, c'est le viol tous les jours. C'est des choses atroces. C'est monstrueux. Et je trouve que si on veut attaquer, poursuivre des hommes qui ont des conduites un peu, disons, vulgaires ou outrancières, c'est vrai, je trouve très bien qu'on puisse leur demander des dommages et intérêts, mais je trouve que mettre en branle tout le système judiciaire, tout le système des médiatiques pour les rayer de la carte, c'est pour ça que j'avais signé, moi, en faveur, il y avait une motion... Pétition sur 2 par 2, parce qu'effectivement, 2 par 2, attendons le verdict, mais il a été jugé coupable avant même le verdict, il est mort socialement. Oui, et cette mort, c'est quand même sur un témoignage d'une femme. Et si maintenant on se met à accepter unilatéralement le témoignage d'une femme, moi, je fais confiance aux femmes, vraiment, parce que c'est normal. Un écrivain, d'ailleurs, a une tendance toutes les héroïnes sont des femmes merveilleuses. Donc les romans sont nourris par des personnages féminins. Néanmoins, il y a des femmes, on le voit bien, qui peuvent se venger. Et si on entre dans ce système de donner à la parole des femmes, eh bien, on rentre dans un système qui est exactement celui de... Il faut quand même les entendre, Jean-Marie Roy. Bien sûr, non. Mais ce que vous voulez dire, je suppose, c'est qu'il faut des preuves matérielles également. Voilà. Et puis, il y a une question de gravité. Voilà. De gravité. Est-ce que l'insulte... Maintenant, l'insulte a pris une position... Vous savez ce que je disais... L'affaire Nicolas Bedos, par exemple, où effectivement, il a un comportement déplacé, une peine de prison ferme, ça peut paraître excessive quand on voit que d'autres qui agressent des policiers ou qui agressent physiquement des personnes ne vont pas en prison. Surtout les insultes. Vous savez ce que disait Freud? Freud disait que l'insulte était un très grand pas dans l'ordre de la civilisation. Parce qu'avant, quand on avait un problème, on allait oxyre son ennemi, on lui tapait dessus,
Et l'insulte a permis de franchir un pas dans l'ordre de la civilisation. Une dimension cathartique. Parce que maintenant, l'insulte, et c'est quasiment considéré comme un crime. Oui, les offenses, on est dans une société où chacun se dit offensé des petites susceptibilités. Et effectivement, pour en revenir à la littérature, c'est quand même ce qui vous anime le plus. Votre livre, d'ailleurs, se termine par un vaudeville autour de la justice. Est-ce que la justice est avant tout pour vous une formidable matière littéraire ? Non, franchement, si je pouvais régler tous les problèmes de justice, mais on ne peut pas le régler. C'est impossible. Parce que la justice, c'est une aspiration. On ne peut pas régler toutes les formes d'injustice qui nous... Et je crois que c'est justement parce qu'on ne peut pas régler toutes les formes, toutes les causes de l'injustice que la littérature est essentielle, parce qu'elle donne un sens à l'injustice. Et vous savez, c'est très important, au fond, quand on est en face d'un malheur, de trouver un sens à ce malheur. Et c'est pour ça que je parle de l'abbé Stock, qui est le confesseur de tous les malheureux au Mont-Valérien, qui allaient être fusillés et qui essayaient, c'était des gens de 20 ans, vous savez, ils allaient être fusillés par les Allemands, et il les confessait, et il essayait de donner un sens à leur mort. Et bien je crois que la littérature remplit ce rôle. Elle accepte l'horreur du monde, avec, bien entendu, ses lumières, et ses bienfaits, mais aussi... cette horreur, elle essaie de dire nous ne pourrons pas échapper à cette condition terrible, mais essayons de le comprendre et de nous élever en donnant un sens à toutes ces choses atroces. Vous avez été, on l'a rappelé, vous-même condamné par la justice, pour diffamation. Est-ce qu'il y a une part de vengeance dans votre livre, Jean-Marie Rouard ? Est-ce que vous réglez vos comptes avec la justice ? Non, je vous promets, parce que ça a été une expérience humaine. Je n'ai pas dit que je voudrais recommencer, mais une expérience humaine extraordinaire. Oui, je voulais vous le faire entendre dire, parce que je disais c'est une matière littéraire formidable, parce que vous remerciez quasiment le juge de vous avoir condamné. Non, pas du tout. Mais puisque cette cause de Maradad, je la poursuivrai jusqu'à la fin, parce que c'est une cause injuste et que ça met en cause surtout la France, la justice française. Mais disons, le fait d'être traduit devant un tribunal, j'ai compris que finalement, l'homme qui passe devant un tribunal, même si à ce moment-là, j'étais déjà à l'Académie française, j'étais traité comme rien. Et quoi que je dise, personne ne m'écoutait. Donc c'est une expérience. Et qu'est-ce que c'est que la littérature pour un écrivain ? C'est de transformer ces expériences, bonnes ou mauvaises, et de les hisser à un autre niveau, au-dessus de soi-même, pour que ça puisse devenir quelque chose, bon, je ne sais pas si j'y arrive, mais d'universel. Et c'est ça qui est merveilleux dans la littérature, c'est que vous avez une petite anecdote, une petite histoire d'amour entre George Sand et Alfred de Musset, il en tire un livre qui finalement parlera à tout le monde, toutes les catégories sociales, dans le monde entier. C'est ça la littérature, c'est essayer de tirer de l'horreur du monde une lumière qui puisse éclairer les autres. Le livre se termine par une pièce de théâtre. Est-ce qu'on va bientôt avoir une pièce de théâtre écrite par Jean-Marie Rouard sur scène sur la justice ? Bien, je l'espère. Mais vous savez, les pièces de théâtre, c'est beaucoup plus difficile à monter que de publier un livre. Parce que ça revient très très cher. Et ça ne dépend pas que de l'auteur. Ça ne dépend pas que de l'auteur. Tandis qu'un livre, il ne dépend que de son auteur. Je revendique tout dans un livre, mais pour le théâtre, c'est plus difficile. Cela dit, vous avez eu plusieurs pièces de théâtre qui ont été montées sur scène avec succès. Jean-Marie Rouard, on le rappelle. Pourquoi avoir choisi la forme du vaudeville ? On a parlé d'Antigone. La justice donne plutôt lieu à des tragédies habituellement, et vous avez choisi de traiter la question avec humour. Et d'ailleurs, votre livre est sous-titré « Confession d'un anarchiste de droite ». Pourquoi ce sous-titre, et qu'est-ce qu'est un anarchiste de droite ? Et ce sera la fin de l'émission. Eh bien, écoutez, un anarchiste de droite, c'est aussi bien Montaigne que Léo Ferré ou Brassens. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui est bizarrement assez conservateur. C'est pas quelqu'un qui veut mettre des bombes, comme l'anarchiste, en général, qui met des bombes et qui veut changer la société. L'anarchiste de droite, c'est plutôt un conservateur qui veut que la liberté personnelle, c'est-à-dire la loi naturelle, puisse s'exprimer.
qu'on ne l'emmerde pas, voilà, qu'on n'emmerde pas, et qu'on n'emmerde pas les autres, parce que et donc je suis du côté de ces anarchistes de droite, et le modèle, alors puisque vous parlez de théâtre, c'est bien entendu Marcel Aimé, dans tout ce qu'il a pu écrire, qui est absolument merveilleux, et notamment sa pièce de théâtre qui s'appelait La tête des autres, qui déjà mettait en cause les juges, tu vois, à cette époque-là. Et donc, c'est ce qui, moi, me plaît dans la littérature, c'est essayer, au fond, de développer tout ce que Brassens a pu chanter ou Léo Ferré. Merci Jean-Marie Rouard, c'était passionnant. On a pu parler de politique, de justice et de littérature. C'est assez rare pour être souligné. Je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.